Bonjour et bienvenue dans Terre d'Asphalte. Au sommaire de ce 17e numéro, nous essaierons un deux roues électrique, le prototype du scooter électrique BMW C Evolution. Côté auto, nous découvrirons dans le Jura et sur les routes suisses la toute nouvelle Toyota Auris Touring Sport, le seul break hybride de son segment, et la nouvelle citadine Hyundai i10 à Paris et dans la région parisienne. Allez en route! BMW s'est lancé dans les maxi scooters avec le C600 Sport et le C650 GT début 2012. La marque nous fait maintenant essayer son prototype électrique, le C Evolution. Ce prototype électrique d'un scooter équivalent permis B, donc 125 cm3, affiche des performances surprenantes dans cette catégorie en raison du couple instantané délivré par le moteur électrique. Ce premier prototype du BMW C Evolution permet déjà de se faire une idée de la cinématique de l'engin et de son ergonomie à défaut de découvrir son équipement complet. Comme bon nombre de véhicules électriques pensés comme tels dès le départ, les batteries sont au centre de l'architecture. Ici, elles forment toute la partie centrale, derrière la partie verte fluo et sous la selle du pilote, pour soutenir à l'avant un petit bout de cadre où vient se fixer la fourche et à l'arrière la boucle arrière. Il n'y a pas de cadre à proprement parler, le caisson qui accueille les batteries le remplace. Les batteries haute tension ont une capacité de 8 kWh et sont refroidies par air. Le moteur électrique est refroidi par un liquide. Un système de récupération d'énergie à la décélération permet de prolonger l'autonomie qui peut atteindre 100 km selon BMW. La recharge se fait au plus vite en 3 heures grâce à un chargeur intégré dans le vide-poche gauche. On peut le brancher sur une borne de recharge spécifique ou sur une prise de courant classique. Les performances sont actuellement surprenantes pour ce prototype pour la simple raison que si la puissance délivrée est de 11 kW, soit 15 chevaux, celle en pointe est de 35 kW, soit 47,5 chevaux, ce qui oblige actuellement d'être en possession du nouveau permis A1 ou d'un permis moto. Lors de son véritable lancement, le C Evolution devrait être compatible avec un permis automobile, comme n'importe quel 125 cm3. Le couple instantané lorsqu'on s'élance sera par contre spécifique à cette motorisation électrique. Le C Evolution est très vif au départ, comme sur les relances, et aucun anti-patinage ne veille au grain pour l'heure. On est plus proche en accélération d'un 250 ou 300 thermique. Le C Evolution est toutefois limité à 120 km/h électroniquement en vitesse de pointe. Ses 100 kg de batterie placée très bas et la rigidité du châssis lui assure une excellente stabilité à haute vitesse, en ligne droite, comme dans les virages rapides. Sa conduite est très sécurisante et se fait presque en silence, exception faite du petit sifflement qui nous accompagne. L'autre spécificité est l'extrême maniabilité du scooter. Malgré ses dimensions, il se laisse manier sans aucune résistance pour tournicoter autour des voitures ou manœuvrer dans un endroit exigu. Il accuse pourtant une masse sur la balance de 265 kg en état de marche, qui ne laissait pas forcément présager de cette légèreté à la conduite. On note enfin lorsqu'on relâche la poignée des gaz, une décélération semblable à ce qu'on peut trouver au guidon d'un scooter avec une motorisation thermique conventionnelle. La différence est que le C Evolution profite de cet instant pour récupérer un peu d'énergie pour ses batteries. Nous ne sommes donc pas en roue libre comme c'est souvent le cas pour un scooter thermique lorsqu'on passe sous les 20 km/h. La ligne générale est proche des scooters de la gamme C de BMW avec des traits dynamiques, des optiques avec des LED ou encore un tableau de bord entièrement digital, assez futuriste tout de même. Il reste l'inconnu de son équipement. Aujourd'hui on trouve des flancs lumineux qui ne resteront sans doute pas, des feux diurnes à LED, un frein de parking automatique lorsqu'on déploie la béquille latérale, un emplacement pour un casque intégral sous la selle du passager et un grand écran au tableau de bord qui nous renseigne sur l'autonomie restante, la gestion instantanée de l'énergie selon sa conduite, la température ambiante, etc. La bulle fumée trop basse pour être efficace sera sans doute rehaussée et éclaircie. On ne sait pas si le klaxon, très puissant d'ailleurs, sera complété d'une petite cloche pour alerter les piétons qui n'entendent pas arriver ce scooter silencieux. Quelques indiscrétions nous font dire que sur la version définitive, plusieurs modes de conduite devraient être disponibles. Sport, normal et pluie par exemple, que l'anti-patinage serait installé pour contenir l'important couple, ainsi qu'une marche arrière pour faciliter le stationnement de ce scooter de 265 kg.
Elle s'enclencherait par le bouton actuellement gris et sans indication sur le guidon gauche. BMW est présent sur le marché de l'électrique avec ses autos i3 et i8. Pour le deux roues, ce prototype C Evolution préfigure ce qu'on devrait voir arriver au printemps 2014 dans les concessions BMW Motorrad. L'équipement n'est pas totalement connu, mais quelques bonnes idées ont fuité, comme par exemple une marche arrière qui pourrait voir le jour, ou différents modes de conduite. Quoi qu'il en soit, le C Evolution est très maniable et stable à la fois, ce qu'aucun scooter 125 conventionnel n'offre à un tel niveau. Le moteur électrique, avec son couple important et immédiat, offre de franches reprises, même si au final, la vitesse de pointe est limitée électroniquement à 120 km/h, comme tous les scooters 125 haut de gamme. Sécurisant, dynamique et assez pratique, même si le coffre n'accueille qu'un seul casque intégral, le C Evolution augure une version finalisée qui ne devrait pas manquer d'intérêt pour un usage quotidien. De notre côté, on aime bien le couple du moteur électrique, la rigueur et la stabilité en courbe, et la maniabilité à faible allure. Et on aime un petit peu moins l'espace de rangement réduit. On termine avec la fiche technique de ce BMW C Evolution. C'est un prototype, donc il n'est pas disponible à la vente. Sa puissance est de 15 chevaux, 47,5 en crête sur ce prototype. Son couple est de 72 Nm. Le frein avant est composé de deux disques de 270 mm, un seul disque de 270 mm pour le frein arrière, le pneu avant est un 120-70 15 pouces, le pneu arrière un 160-60 15 pouces, la hauteur de selle est non communiquée, son poids est de 265 kg en état de marche et son autonomie annoncée est de 100 km. La Toyota Auris était la première à être proposée en essence, diesel ou hybride. Sa déclinaison Touring Sport est le seul break hybride de ce segment. La nouvelle Toyota Auris Touring Sport est en effet le seul break compact à être disponible avec une motorisation hybride. Une spécificité mécanique qui ne doit pas faire oublier qu'en comparaison avec la berline, la version break de l'Auris propose bien plus d'espace de chargement en étant nettement rallongée. En effet, pas moins de 28,5 cm séparent en longueur la berline et le break. Ces presque 30 cm supplémentaires sont uniquement sur le porte-à-faux arrière en allongeant considérablement le coffre. C'est d'ailleurs nettement perceptible vu de profil avec une voiture qui paraît et est bien plus longue. Pour autant, les traits ne diffèrent guère entre les deux sœurs en dehors de cet étirement. On retrouve sur notre finition style un avant très plongeant avec de nombreuses touches chromées sur la calandre, le bas du bouclier et le pourtour des anti-brouillards. Ces volumineuses optiques à l'air sévère intègrent sur le dessus des petits feux diurnes à LED. On retrouve au centre de la calandre le logo Toyota avec ses contours bleutés comme sur tous les véhicules hybrides de la marque japonaise. L'ensemble donne des lignes fluides pour soigner l'aérodynamisme. De profil, on note les grandes surfaces vitrées et les barres de toit, chromées elles aussi, qui coiffent cette longue silhouette. L'arrière reprend quelques traits de la berline, notamment avec les grands feux très larges qui remontent le long des flancs de l'auto. Pour une touche d'élégance, le déflecteur à la base du bouclier fait également appel au chrome. Tout en haut du haillon, assez droit pour favoriser l'espace de chargement, un petit béquet prolonge la ligne de toit. Globalement, les lignes de notre Auris Break restent assez consensuelles malgré quelques petites spécificités sur les optiques notamment. La chaîne cinématique est strictement identique à celle de l'Auris berline en combinant un moteur 4 cylindres essence de 1800 cm3 à un moteur électrique capable de faire rouler notre Toyota à lui seul ou en complémentarité. La transmission ne se fait pas par une boîte de vitesse automatique classique, mais par un système à variation continue. Le passage entre le mode thermique et électrique, ou la combinaison des deux, est automatique et d'une discrétion absolue. On ne le perçoit pas à moins de jeter un œil sur les différents synoptiques disponibles au tableau de bord et sur l'écran de la console centrale. En montagne, on roule assez souvent en tout électrique dans les descentes, comme c'est le cas en ville, si on opte pour une conduite en douceur. En descente, le mode B est préféré au mode D car il permet de profiter de plus de freins moteurs tout en rechargeant plus rapidement la batterie. Lorsqu'on part à l'assaut des sommets ou qu'on adopte un rythme plus soutenu, on retrouve dans l'habitacle la sonorité du moteur essence qui prend beaucoup de tours lors de franches accélérations.
La faute à son faible couple et au variateur. Même si l'auto est assez dynamique, cette caractéristique n'est pas très agréable à l'oreille. La conduite n'est malgré tout pas désagréable sur ces routes pleines de virages, même si l'amortissement arrière est un peu plus ferme en raison de la charge qu'est supposée emporter notre Touring et que le guidage mériterait d'être plus incisif. L'adjectif Touring va bien à notre Auris, celui de sport un peu moins, tout simplement parce qu'on n'a pas les prestations ni les lignes d'un break de chasse par exemple. Ce qui n'empêche pas notre Auris Touring Sport d'être particulièrement apte à un usage quotidien intensif avec un agrément global très réussi. À l'intérieur, on retrouve la même ergonomie et le même design que dans la berline. Tout en haut de la console centrale, l'écran donne accès à la radio, la navigation et les informations sur le fonctionnement de l'hybridation par exemple. Tout en bas, on trouve les boutons qui permettent de sélectionner le mode de conduite souhaité, électrique, éco ou power, et le levier de vitesse avec un design bleuté de cellules photovoltaïques. On remarque au passage la connectique disponible avec notamment un port USB. Aux places arrière comme à l'avant, l'accueil est d'un bon niveau et tient parfaitement son nom de Touring. Le gros plus est à chercher dans le coffre avec une belle modularité. On remarque au passage que la ceinture de sécurité n'entrave pas du tout la remise en place du dossier, ce qui est loin d'être le cas de toutes les autos, break ou pas. On note aussi des astuces avec le plancher qu'il est possible d'abaisser très simplement, les petits compartiments dissimulés dans le fond du coffre et le cache-bagages qui peut se mettre sur deux niveaux. La Touring Sport a l'avantage de son coffre par rapport à l'Auris berline et ce n'est pas qu'un argument commercial, loin de là. La nouvelle Toyota Auris Touring Sport offre donc un grand coffre à l'Auris avec beaucoup de volume et une manipulation aussi facile qu'appréciable à l'usage. Disponible en motorisation essence, diesel ou hybride, comme la nôtre, on peut donc rouler avec un break en profitant d'une consommation réduite sous les 6 litres au 100 sans faire particulièrement attention. Bien entendu, on retrouve la sonorité si caractéristique et pas forcément agréable de l'hybride lorsqu'on accélère franchement, mais les moments de silence lorsqu'on est en tout électrique font rapidement oublier ces petits désagréments. On remarque enfin que le volume du coffre est identique à toutes les motorisations car les batteries sont sous la banquette arrière. En revanche, l'hybride est pénalisé par une capacité de remorquage plus basse de seulement 345 contre 1500 kg pour une remorque freinée avec le moteur 2 litres diesel. En dehors de ceci, l'Auris Touring Sport bénéficie d'une belle homogénéité pour un usage quotidien intensif et pour l'heure, il demeure le seul break compact hybride. On peut hésiter avec la Volkswagen Golf SW 1.6 litre TDI de 105 chevaux avec sa boîte automatique DSG7 à partir de 28 450 € ou la Mégane Renault Estate 1.5 litre DCI 110 EDC Eco 2 à partir de 26 850 €. De notre côté, on aime bien le volume maxi du coffre et sa modularité, la consommation qui reste raisonnable, l'agrément général de ce break compact. On aime moins la sonorité lors des franches accélérations, la conduite agréable mais pas sport, la capacité de remorquage limitée. On termine avec la fiche technique de la Toyota Auris Touring Sport 1.8 litre VVT hybride de 136 chevaux. Elle est disponible à partir de 25 700 €, 28 500 € avec notre finition style, sa puissance combinée de 136 chevaux à 5200 tours par minute, son couple combiné est de 142 Nm à 4000 tours par minute, ses émissions de CO2 sont de seulement 85 g par km, sa masse est de 1345 kg à vide, sa consommation mixte officielle est de 3,7 litres au 100, son volume de coffre est de 530 à 1658 litres, son diamètre de braquage est de 11,40 mètres et elle passe le 0 à 100 en 11 secondes 2. On continue avec le tour commenté du circuit d'Imola, ça peut toujours servir le jour où vous y poserez vos roues. Je vous invite à regarder à gauche le rapport engagé sur le tableau de bord et tout en haut le régime moteur, ça vous donnera quelques indications. On rentre directement dans un très grand gauche très rapide pour attaquer le premier S avec deux virages gauche et droite assez réguliers. On se relance rapidement
pour un gauche qui passe en pleine accélération et qui conditionne directement la seule et unique ligne droite de ce circuit, elle est très courte. Un freinage assez important pour un second S. Le deuxième virage, celui-ci à droite, est bien plus lent que le premier. On passe sous la passerelle pour attaquer l'épingle qui est ici, à gauche. C'est la seule du circuit. On quitte le fond de la vallée et on attaque la partie avec du relief. Tout en haut, on aperçoit le portique qui va déterminer le début du freinage, assez léger pour attaquer un gauche, très rapide, puis une descente qu'on prend dès le départ sur l'angle. Le virage à droite en bas est assez technique parce qu'il est toujours très rapide, mais il faut quand même ralentir un petit peu pour bien freiner au second, celui-ci. 90 degrés quasiment. On relance dans la côte, ça monte beaucoup, on ne le voit pas tellement sur la vidéo. On arrive à un freinage très puissant sur une chicane lente avec l'ancien revêtement qui a la particularité de glisser un petit peu. Une partie très rapide sur le circuit, un grand gauche où on voit pas grand chose, on ne sait pas tellement où on va. On arrive sur cette passerelle, freinage en descente et en virage avant d'attaquer ce 90 degrés. On voit les pavillons, les gens au balcon, c'est toujours sympa. Un autre 90 degrés à gauche, revêtement assez glissant ici. On se relance un petit peu et on va arriver devant les stands sur une chicane très très lente, vraiment très lente, la plus lente du circuit. Voilà, c'est passé. On repasse devant les tribunes, devant les stands. Donc là on est dans le très grand virage à gauche, très rapide. On repasse devant la sortie des stands. Et voilà, c'est fini pour le tour du circuit à Imola. Les petites citadines semblent trop petites et pas bien équipées. Hyundai change la donne en lançant sa nouvelle i10, très différente des concurrentes. La marche était haute entre une i10 et une i20 chez Hyundai. On remarque la même chose chez la concurrence, ces mini citadines ne répondant finalement que peu aux attentes des clients. Pour que ce ne soit plus un choix par défaut, la marque coréenne propose une nouvelle i10 plus grande, mieux équipée et plus sécurisante. Alors la nouvelle i10, c'est l'entrée de la marque Hyundai pour les clients français. C'est une voiture qui est 100% européenne, qui a été pensée, imaginée et fabriquée en Europe et qui fait je dirais un peu le pont entre le segment A et les segments B, c'est-à-dire une voiture qui sera intermédiaire dans le marché et qui propose une voiture qui peut à la fois correspondre à une utilisation citadine mais aussi extra-urbaine. Alors la nouvelle Hyundai i10 est plus large, beaucoup plus large, parce que ça va être la voiture la plus large de sa catégorie. Elle est aussi l'une des plus longues, donc ce qui permet effectivement d'avoir une dimension interne habitacle qui est la meilleure du marché et donc forcément peut correspondre à des voitures, en tout cas à une demande sur des voitures plus importantes en termes extérieurs. Les plus grandes dimensions de la nouvelle Hyundai i10 s'affichent à l'extérieur avec une face avant plus volumineuse et un bouclier élargi incluant des feux diurnes à LED, ainsi qu'à l'arrière avec un dessin plus classique mais aux bases solides. On remarque au passage l'effet d'optique dans les feux. Plus longue de 8 cm, plus large de 6 cm, mais moins haute de 4 cm, la nouvelle i10 est uniquement disponible en carrosserie 5 portes et 5 places, chose rare dans la catégorie. Les nouvelles ambitions de la Hyundai i10 se remarquent dès qu'on la met en route. Avec cette motorisation 4 cylindres de 1,2 litre, le silence règne à bord. Une fois lancé, l'isolation sonore est toujours d'un excellent niveau dans la catégorie. Seuls les amortisseurs fermes se font remarquer lorsqu'on passe sur un gros trou ou un ralentisseur un peu trop vite. Le reste du temps, le silence à bord de la nouvelle i10 est assez nettement au-dessus de la concurrence, même si la chaussée n'est pas sans défaut. On apprécie également sa maniabilité et une certaine tonicité dans cette motorisation 1,2 litre déjà connue. Un 3 cylindres plus petit est également disponible. Absolument, sur la nouvelle Hyundai i10, nous avons donc deux motorisations essence, un 1000 cm3 et un 1200 cm3 et qui sont couplés, la 1200 sera couplée aussi à une boîte automatique qui sera disponible à partir de décembre et qui va venir compléter la nouvelle gamme de l'i10. Pour autant, avec notre motorisation 1,2 litre de 87 chevaux, associée à une boîte manuelle à 5 rapports,
La nouvelle i10 ne se cantonne pas à un usage uniquement urbain, puisqu'en conduite plus rapide, ses caractéristiques dynamiques et d'insonorisation sont toujours constatées au volant. Ce n'est pas une grande routière, bien entendu, mais quitter la ville de la semaine pour une petite escapade à la campagne ne lui fait pas peur. La nouvelle i10 s'offre aussi un équipement de confort et de sécurité très complet. Alors les équipements de confort qui sont maintenant dans la nouvelle Hyundai i10 sont des équipements qu'on trouve en général sur des voitures supérieures, d'un segment supérieur. Je pense par exemple à l'entrée qu'on appelle keyless entry, c'est-à-dire des systèmes sans clé, à la climatisation automatique, à des systèmes d'audio qui permettent bien entendu de connecter l'ensemble des smartphones et d'écouter la musique. En tout cas sur la sécurité, pas de compromis. Nous avons équipé cette nouvelle Hyundai i10 de 6 airbags, de l'ESP en série, ce qui permet un déplacement en famille et dans des conditions de sécurité optimales. L'accueil à bord est en effet surprenant à plus d'un titre. Tout d'abord par l'espace disponible, y compris à l'arrière, où un adulte d'1,80 m a de la place pour ses jambes, même derrière un grand conducteur. L'avant est également agréable, avec un espace au coude important. Ensuite, pour l'équipement proposé en série ou en option, qui n'est souvent pas disponible chez la concurrence. On peut noter les 4 vitres électriques, le démarrage sans clé, la commande de climatisation automatique, ou encore l'ensemble audio qui permet de se connecter sur le port USB pour écouter sa musique préférée. L'ensemble est très complet dans la catégorie et s'agence parfaitement dans cette console centrale simple et suffisante. On note également toutes les commandes au volant avec notamment la présence d'un régulateur limiteur de vitesse. Le tableau de bord n'est pas original mais parfaitement lisible. On regrette seulement la prise 12 volts éloignée des autres connecteurs et la navigation semi-intégrée, certes pratique et parfaitement visible, mais un peu onéreuse par rapport à un GPS qu'on trouve dans le commerce. Au final, la nouvelle i10 passe un cap important dans la catégorie. Elle est certes plus grande que sa devancière, mais apporte un niveau de confort bien supérieur, un équipement très complet, même de série, et des qualités dynamiques inconnues ou presque chez la concurrence. On peut hésiter avec la Chevrolet Spark 1,2 litre de 81 chevaux à partir de 12 190 € ou la Renault Twingo 1,2 litre également 75 chevaux à partir de 10 900 €. De notre côté, on aime bien l'isolation sonore efficace, l'équipement très complet, la prise en main et la conduite. On aime un petit peu moins le tarif du GPS semi-intégré, la visibilité arrière sur les côtés et la disposition de la prise 12 volts. On termine par la fiche technique de la Hyundai i10 1,2 litre de 87 chevaux. Elle est disponible à partir de 11 400 €, 13 000 en finition sensation. Sa puissance est de 87 chevaux, son couple n'est pas communiqué, ses émissions de CO2 sont de 114 g par km, sa masse de 941 kg à vide, sa consommation mixte de 4,9 litres au 100 km, son volume de coffre va de 252 à 1046 litres, son diamètre de braquage est de 9,60 m et le réservoir est de 40 litres. Et voilà, c'est terminé pour ce 17e numéro de Terre d'Asphalte. On se retrouve sur la même chaîne à la même heure le 6 décembre pour les essais du nouveau Dacia Duster en Provence, avant de partir en Espagne pour essayer la nouvelle Seat Leon ST et côté de roue, la nouvelle Kawasaki Z1000. D'ici là, bonne route à tous et à bientôt!